retour sur BFM Lyon et comme chaque vendredi, c'est l'heure de Top Sortie à la maison, encore une fois. Et cette semaine, sur ce plateau, Hélène Karleski, vous êtes la secrétaire générale de l'association Soirée Vivante. Bonsoir. Bonsoir. On va revenir dans un instant sur le prix que vous avez reçu de la part de la ville de Lyon pour toutes vos actions pour le patrimoine de la soirée lyonnaise. Mais d'abord, comme d'habitude, on se tourne vers vous, Marie Rigaud, directrice du Printemps de Pérouge. Bonsoir. Bonsoir Octavie. Et votre billet d'humeur ce vendredi, c'est évidemment un hommage à Bertrand Tavernier, le cinéaste lyonnais qui nous a quittés hier à l'âge de 79 ans. Avec Thierry Frémaux, il faisait partie de la fameuse équipe de l'Institut Lumière. Il en était le président. C'est une figure du cinéma qui s'est éteinte. Oui, Lyon s'est réveillé ce matin dans la brume électrique et habillé de tristesse en apprenant la disparition de Bernard Tavernier, figure emblématique du cinéma français et personnage lyonnais incontournable et ô combien précieux au 7e art. Les Lyonnais, en tout cas Tavernier, c'est un nom qui faisait déplacer les Lyonnais au cinéma et ça n'était pas rien. Bertrand Tavernier est sans doute devenu le réalisateur qui représentait le mieux le cinéma français, amoureux inconditionnel du 7e art. Il a tourné 22 longs métrages pour le grand écran et offre à Lyon en 1974 son premier long métrage avec L'Horloger de Saint-Paul, film mythique. Il était également le président de l'Institut Lumière et indissociable, vous l'avez dit, de Thierry Frémaux et du Festival Lumière qui lui rend bien sûr hommage depuis ce matin. Alors, grand passionné de jazz, de blues, il avait livré un magnifique témoignage à la musique avec l'un des plus beaux films consacrés au jazz, Around Midnight. Tavernier a signé à travers ce film une authentique lettre d'amour à la musique. Alors, on l'a dit, l'horloger de Saint-Paul n'est plus, mais il y a sans doute, depuis hier soir, autour de minuit, une nouvelle étoile qui brille dans le ciel et qui devient la plus belle des stars de la constellation lyonnaise. Merci Marie pour ce bel hommage à Bertrand Tavernier qui était aussi, donc vous l'avez dit, un ambassadeur du cinéma et de cette tradition lyonnaise. Une autre tradition lyonnaise justement, Hélène Karleski, vous voulez la faire perdurer, la garder, celle de la soirée vivante à Lyon. Vous êtes la secrétaire générale de l'association Soirée Vivante et guide conférencière. Alors la semaine dernière, vous avez reçu un prix, celui de citoyen du patrimoine Annie et Régis Néré, un prix qui vous a été remis par la ville de Lyon. Oui. Vous avez redonné vie à un ancien métier à tisser datant de 1950. Ce prix, ça couronne combien d'années de travail? C'est 3 ans de travail. On a commencé à amorcer la rénovation du métier à tisser en 2017 et on a vraiment achevé la rénovation de ce métier fin d'année 2020. On travaille encore un petit peu dessus aujourd'hui parce que tout n'est pas parfait, mais il fonctionne relativement bien et on est très très content. Pourquoi vous avez eu envie de redonner vie à ce métier à tisser maintenant? Parce que c'est important. C'est un métier à tisser qui a été utilisé donc, des années 50 jusqu'aux années presque 2000 pour faire de la production. Alors au départ, c'était Monsieur Figuera qui avait acheté ce métier à tisser parce que lui, il était tisseur, il s'en servait tous les jours, toute la journée. Et Monsieur Figuera a arrêté son activité en 1981. Et puis ensuite, l'activité a été poursuivie par d'autres tisseurs, mais de façon un peu plus anecdotique. Et l'association Soirée Vivante a loué cet atelier pour le présenter au public et faire des démonstrations. Et le métier, il fonctionnait très bien jusqu'à ce qu'on se rende compte qu'il avait des signes de vieillissement. Et on s'est dit, on va se lancer dans une rénovation. Sauf que c'est pas facile de rénover aujourd'hui un métier des années 50. Oui, justement, c'est un savoir-faire qui est ancien. Il a fallu trouver des professionnels qui avaient ce savoir-faire aujourd'hui. Ça a été un peu compliqué? Alors oui, il y a eu beaucoup de rebondissements parce qu'on n'avait pas sous la main une personne qui a su tout faire de bout en bout. Donc on a dû faire appel à plusieurs artisans et ça a été vraiment très intéressant et très enrichissant parce que en fait c'est vrai que souvent on se dit c'est difficile la soirée lyonnaise, il y a peu d'acteurs, il faut trouver les bonnes personnes, mais en fait elles existent encore les bonnes personnes et on a réussi à avoir les bons interlocuteurs, avec aussi notre savoir-faire à nous. On a un peu mis d'huile de coude, mais on a réussi à rénover ce métier à tisser. Alors ce métier à tisser, maintenant, vous venez de nous dire, il fonctionne et donc on peut venir le voir dans l'une de vos visites, quand on quand pourra. ce sera possible, avec grand plaisir. Oui, il se trouve dans un atelier qui est ouvert du mardi au samedi et où les visites ont lieu, normalement, sans réserver, à 15h et à 17h. Et lors de ces visites, on met en route les métiers à tisser. Alors il y a toute une partie où on va parler de
du lieu en lui-même, parce qu'il est vraiment très intéressant. Il conserve aussi la partie habitation avec la cuisine et la chambre à coucher, et aussi une partie plus technique avec donc un peu l'évolution du tissage. On a un métier qui date du 19e siècle, qui fonctionne à la force des bras, et donc 2 métiers mécaniques, dont le métier de façonner que nous avons rénové. Vous constatez un regain d'intérêt du grand public pour la soierie, ou même plus globalement pour les savoir-faire anciens récemment? Je ne sais pas, je pense qu'il y a toujours eu un intérêt, et qu'à chaque fois qu'on a une petite mise en lumière, comme là ça a été le cas avec ce prix, forcément les gens sont appâtés, un peu plus curieux, et se disent bah tiens, il y a quelque chose en bas de chez nous, à côté de chez nous. C'est vrai que on fait partie de structures qui sauvegarde le patrimoine, et en fait on a l'impression quand on passe à côté qu'elles sont là et qu'elles sont toujours là, donc des fois on fait pas l'effort de pousser la porte, et c'est vrai que dès qu'on en entend parler dans les médias, bah on se dit bah tiens, ce serait l'occasion, prochaine visite, des parents, des grands-parents ou des amis, de pousser la porte, d'oser pousser la porte, mais la porte est ouverte. En tout cas, on peut dire que les canuts et la tradition de la soierie, c'est quelque chose qui reste tout de même cher au cœur des Lyonnais. Ça, vous le constatez lors de vos visites, ou même encore aujourd'hui avec cet intérêt? À chaque grand événement, par exemple les journées du patrimoine, on a toujours beaucoup de visiteurs qui sont très très intéressés, et c'est intéressant aussi de remarquer que ça concerne tous les âges. C'est pas juste les personnes d'un certain âge qui ont connu la soierie lyonnaise autrefois. Il y a aussi des personnes plus jeunes, par exemple, c'est peut-être très croire-roussien ce que je vais dire, mais des gens qui viennent d'emménager dans le quartier, qui habitent dans un appartement qui a une architecture qu'on dit canut, venir voir un petit peu les origines de leur appartement. Alors on le rappelle, la soierie, ça a été très important pour Lyon. Il y avait 50 000 métiers à tisser rien que dans le quartier de la Croix-Rousse au milieu du 19e siècle. Et sur le bassin lyonnais, on comptait 100 000 métiers à tisser éparpillés un peu partout. Aujourd'hui, est-ce qu'on pourrait imaginer voir revenir au goût du jour ce savoir-faire avec les métiers à tisser comme ça? C'est un petit peu difficile, parce que la façon de travailler des tisseurs était... ils travaillaient à façon, donc ils travaillaient pour des fabricants de soieries, ils recevaient des commandes, ils répondaient aux commandes tout en étant à domicile. Aujourd'hui, je ne sais pas si beaucoup de gens auraient envie d'installer des métiers à tisser chez eux et d'avoir la cuisine juste à côté et la chambre au-dessus. Mais après, la force de travail, les savoir-faire existent encore aujourd'hui, et ils se trouvent un peu disséminés dans la région lyonnaise, parce que voilà, il y a besoin d'infrastructures de transport, choses qui sont impossibles à Lyon intramuros, ou très peu possibles. Alors la crise sanitaire, vous l'avez dit, a mis un coup d'arrêt malheureusement à vos visites et à vos démonstrations. Aujourd'hui, comment ça se passe pour vous? Que faites-vous? Là, avant de venir, j'étais justement à l'atelier de tissage avec le métier à tisser, avec un des bénévoles de l'association, pour essayer de regarder toutes les petites choses qui restent à régler pour qu'il soit vraiment optimal. Autrement, on reste toujours actif puisqu'on se déplace, on va dans les écoles, on organise des séances de tissage. Jusqu'à maintenant, on n'a pas eu d'interdiction pour organiser des séances de tissage aussi dans nos ateliers. Voilà, on reste toujours actif, et on a aussi des gens qui nous rejoignent en adhérant à l'association pour nous soutenir, par exemple. Et peut-être, pourquoi pas, séduire de jeunes talents pour la soirée et vous accompagner. Merci Hélène Karleski d'avoir été avec nous sur ce plateau, de nous avoir transmis l'envie de connaître un peu mieux la tradition lyonnaise et ce savoir-faire. Les nouveaux talents, les jeunes talents, Marie, c'est votre coup de cœur initiative cette semaine, des jeunes talents qui vont pouvoir s'exprimer à travers un concours de musique. Oui, le concours international donc de musique de chambre de Lyon, dont on a déjà parlé dans les éditions précédentes, et Nomad Play, qui est donc cette plateforme en ligne dédiée à la musique, donc s'associe pour organiser en ce moment un concours de musique de chambre inédit à destination donc des jeunes musiciens. Alors ça se passe évidemment en ligne, c'est un concours digital gratuit pour les 8-13 ans, exclusivement pianistes et violonistes. Les participants devront interpréter avec la plateforme Nomad Play le morceau imposé correspondant à leur catégorie d'âge. Les partitions et enregistrements seront accessibles gratuitement aussi sur la plateforme après inscription. Donc il y aura évidemment un jury de choix, comme à chaque fois dans les projets proposés par le concours international de musique de chambre de Lyon. Et il y aura effectivement aussi des récompenses pour les 3 premiers prix, pour les 3 premiers gagnants de chacune des catégories. Alors avec parmi ces récompenses, néanmoins quand même un beau piano Clavinova, un étui pour violon, des casques audio, des places de concert pour la
saison 2021-2022 de l'Auditorium et de l'Orchestre national de Lyon. Voilà, en tout cas, vous l'avez dit, ça c'est du positif. Encore une belle initiative, c'est moteur et motivant pour la jeunesse, pour les enfants musiciens qui eux aussi manquent tellement d'interaction aujourd'hui. Merci Marie pour ce coup de cœur. On ne manquera pas de suivre ces jeunes talents et puis les lauréats du concours. En musique justement, on va terminer avec un autre coup de cœur, une nouvelle rubrique qu'on vous présente ce soir dans Top Sortie à la maison, parce qu'on va avoir besoin de musique pour affronter ce troisième confinement allégé qui arrive. Le coup de cœur du disquaire cette semaine, c'est celui de Bruno Biederman, le gérant de Danger House, le temps des vinyles. C'est dans le 1er arrondissement. Pauline Tugent est allée le rencontrer. Une sélection très rock, vous allez voir. L'album de Théo Charaf, premier album solo, donc c'est un gamin qui vient de la Croix-Rousse. I'm a vampire. My skin burn when the sunrise. Qu'on a croisé dans les milieux punk rock avec des groupes comme les Scanners, comme les Beaten Brats. Et là, c'est son premier album, tendance très blues folk, voix guitare essentiellement. C'est absolument magnifique, ça marche très bien pour lui et j'en suis ravi, c'est un mec bien. Alors, le gros coup de cœur en ce moment, ça n'arrête pas de tourner sur la platine. Evil Priest, des Londoniens. Il s'inspire vraiment de cette scène qu'on appelle post-punk, les années 80, des groupes comme Wire. Et voilà, c'est assez agressif, c'est tendu, mais c'est vraiment super jouissif. Cet album d'Etta James, Tell Mama, donc l'album sort en 68. Elle avait déjà pas mal de carrière derrière elle. C'est déjà son 8e album. Et là, c'est vraiment un virage soul absolument fantastique. Donc ça vient d'être édité par Bear Family, qui est un label allemand. Le son est à tomber, c'est vraiment à redécouvrir aujourd'hui. Et voilà pour ces coups de cœur du disquaire. Merci Marie d'avoir été avec nous sur ce plateau une nouvelle semaine et merci à vous Hélène Karleski d'avoir été notre invitée. Restez avec nous sur BFM Lyon, l'info continue.